Bonnefoy. Présent. Martine Ducamara. Présent. Jean Colin. David Faria. David Millet. Christophe Bouchu. Jacques Benoît a donné un pouvoir à David Faria. Jean-Albert Hôtel. Présent. Richard Renaud. Gilles Mathieu. Présent. Jean-Marie Payan. Présent. Vanderbrand Théomanie. Véronique Deligny a donné un pouvoir à Jean-Marie Payan. Sandrine Conroux. Présent. Émilie Camuset. Présent. Cécile Baudesson. Présent. Florine Zapéro. Présent. Oumi Gibaud. Il n'a pas donné de pouvoir. Sophie Dany. Présent. Anne-Cécile Morin. Présente. Mélanie Hainaut. Adam Dabotin. Présent. Fétichek. Présent. Jean-Patrick Vernet. Présent. Martine Lefebvre. Présent. Claire Crémer. Présent. Abdelnasser Emily a donné un pouvoir à Clarisse Millet, mais je pense qu'il va avoir un peu de retard. Martine Richard. Présent. Gaël Rome a donné un pouvoir à Éric Totel. Éric Totel. Présent. Marie-Josée Cormignon. Présent. Présente. Bien, nous avons le quorum, donc nous allons pouvoir démarrer. Alors, je vais désigner un secrétaire de séance. Monsieur Renaud. Ça vient d'être venu. Bien, écoutez, nous allons commencer notre séance du conseil municipal. Le secrétaire, il y a des gens qui sont le fait que l'on ait M. Renaud comme le secrétaire de séance. Je ne pense pas, personne ne se vote pour le secrétaire. C'est super. Bien, je vais donner la parole à Christophe Bouchu pour la première question concernant la convention du projet avec l'établissement public foncier de Grand Est. Merci Madame Marie-Thérèse, Madame Cap. Donc la question numéro 1 porte sur le portage foncier, convention de projet avec l'établissement public foncier de Grand Est, afin de redynamiser et revitaliser le centre-ville, de devenir le niveau des ordres en copropriété, cadastre question à grec numéro 245. La commune d'Orny-sur-Seine est intégrée au dispositif Petite Ville de demain depuis mars 2023. Diverses actions ont été lancées et la ville souhaite désormais localiser son centre-ville. Après l'intervention de Madame Decise, qui va vous présenter le projet, Madame Decise est directrice territoriale du secteur. Vous pourrez poser vos questions. Il vous sera après donc demandé d'accepter et de valider la convention qui porte sur l'ensemble du projet, acquisition et préemption pour un total de 2 150 000 €. Le détail de la définition du titre. Voilà, Alors, très rapidement, je pense que je suis censée durer 5 minutes à peu près. Donc, je vous expliquer l'établissement public foncier, qu'est-ce que c'est. Donc, un établissement public foncier que je représente, qui est un établissement public qui intervient sur tout le territoire de la Champagne-Ardenne, par extension de la Lorraine depuis 2020. C'est un peu la méthode de force. Donc la commune nous a demandé d'intervenir sur la copropriété du Bleu des Ormes. Je vais rester dans les images séparées pour éviter que ça bloque.
Donc un établissement public foncier, en 2 mots, c'est un établissement qui intervient pour le portage foncier des communes pour faciliter, préalable de l'aménagement. Faciliter l'aménagement. Donc classiquement les EPF font du portage foncier uniquement. L'EPF Lorraine depuis très longtemps mène aussi et finance et pilote des études et des travaux de réhabilitation, de démolition, de changement d'usage des biens immobiliers. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc on achète, on porte les biens, et dans certains cas, entre autres pour les petites villes de demain comme la vôtre, on peut être amené à piloter des travaux, des démontages, démolition, réhabilitation, en certains cas l'eau couverte, réhabilitation d'extérieur, pour arriver à faciliter la remise sur le marché des biens en question. On n'intervient pas sur le patrimoine communal. C'est le phasage. Donc en général au départ on aime faire des études sur le bien qu'on va acheter, on achète, on fait les travaux de transformation et on rétrocède à prix coûtant. C'est-à-dire que le prix de cession utile, c'est le prix d'acquisition, les dépenses foncières, les dépenses de gestion, la part de travaux qu'on n'a pas financée, puisqu'on cofinance une part de travaux assez importante. Dans les petites villes de demain, on peut aller jusqu'à 80% pour certains cas, y compris les subventions qu'on va aller collecter. Donc on peut intervenir assez lourdement sur votre territoire en fonction du projet de la collectivité. Donc sur l'îlot des Ormes, comme le disait M. Bouchu, on vous propose une convention de portage foncier à 2 150 000 € qui prévoit une petite étude de faisabilité qui a déjà démarré, des frais de gestion, le coût d'acquisition des lots, de certains lots de mon logis et les lots qui sont éventuellement appréhendés, donc pour pouvoir intervenir assez rapidement en cas de préemption. Et par la suite, on peut passer des avenants pour étendre la maîtrise foncière s'il y a besoin. Donc c'est une première enveloppe pour intervenir en urgence s'il y a besoin, comme par exemple dernièrement il y avait une DIA sur le kebab, et pouvoir être réactif. Donc le portage foncier s'entend sur une durée de 5 ans, une première fois, puis 5 autres années s'il y a besoin. Mais là, dans ce cas-là, j'aurais tendance à proposer qu'on soit assez réactif et assez actif sur la maîtrise foncière pour arriver à acheter assez rapidement et éviter d'avoir une friche en plein centre-ville. Alors c'est schématique et forcément vous n'arrivez pas à tout prévenir, mais la copropriété, les composés à 80% de propriété publique, alors ça c'est assez facile à acheter quand même, et les autres 20% des propriétés privées. Donc les 80% c'est ce qui fait le maximum du coût du foncier, c'est l'enveloppe foncière qui est là aujourd'hui mise à la libération, mais les 20% qui restent sont des propriétés privées qui peuvent être assez longs et assez difficiles d'acheter, donc c'est pour ça que je souhaiterais qu'on puisse être assez efficace, la ville qui a commencé les négociations pour arriver à reloger les commerçants et pouvoir prévoir la transformation de cet immeuble assez important et bien situé en centre-ville assez vite. Donc c'est ce qui est expliqué là-dedans, cette image. Donc le rôle de chacun, qu'on imagine, nous EPF, évidemment nous suivre de travailler ensemble, que l'EPF aboutisse ces négociations qui ont déjà été commencées par la ville, commence à en mener d'autres dans certains cas, parce que les questions de transfert de commerçants, l'EPF n'est pas en mesure de faire ces transferts, on travaillera ensemble pour les négociations avec des propriétaires privés. On a aussi la question de la gestion, on peut la déléguer à la commune, par une convention mise à disposition à titre gratuit. On pourra mener des travaux de maîtrise d'œuvre, des travaux de désaménagement et de démolition si c'est le projet de la collectivité, et on pourra mobiliser le financement de nos travaux. Pour la ville, il faudra qu'elle puisse nous aider sur les négociations difficiles, en particulier les commerçants, proposer des locaux de remplacement, assumer les travaux de maîtrise d'œuvre, les travaux des espaces aménagés, construction le cas échéant, mobiliser du financement. Et à la fin de cette opération, donc on rétrocédera soit à la commune, soit on peut rétrocéder des parties à un tiers qui nous est désigné en conseil municipal, aux conditions que le souhaite le conseil municipal. Sinon, si c'est à la collectivité, c'est à prix coûtant. Il n'y a pas de frais d'intervention, il y a l'intervention de l'établissement. Du point de vue du planning, alors là aussi c'est assez schématique, donc plusieurs phases. Et les phases qui sont en vert, c'est la partie maîtrise foncière
maîtrise foncière publique, donc qui peut être assez rapide. Les parties en orange et en rouge, c'est la question de la maîtrise foncière des locaux privés, avec éventuellement une expropriation qui peut s'étendre quand même sur 18 mois, 2 ans, si on a besoin de recourir à cette procédure. Et ce que vous voyez en dessous, c'est la partie études, maîtrise d'œuvre, démolition, désamiantage, la partie maîtrise d'œuvre, aménagement des espaces publics et construction, qui nous projette jusqu'à mi-2026 à peu près. Hein, la partie finale de l'aménagement se déroulant sur la fin de l'année 2026. Pour la partie PS, en fait, on livrerait en mesure de livrer une plateforme démolie courant 2025. Voilà, c'est ce que je vous dis. Est-ce que vous avez des questions, M. Chèque? Merci Madame Lucas, merci Madame de votre présentation. On vous fera une appréciation générale du dossier. Mais je dis d'emblée que je tiens à souligner notre accord sur ce besoin de requalifier l'île des Ormes, un édifice structurant de l'attractivité du centre-ville. Cependant, il est impératif tout de même de rappeler la responsabilité du copropriétaire majoritaire, le bailleur social Mologie, qui détient 98% des lots, de qui, je le dirais, par son inaction, a laissé un bâtiment en plein cœur de notre ville se détériorer. Je prends les termes dans le rapport, on peut même jeter un œil dans le Balkan pour voir cet état. Un bâtiment qui présente des ordres sur des façades de chute de blocs, fissures, menuiserie dégradée, isolation peu performante entraînant des infiltrations. C'est une négligence qui ne doit pas être ignorée dans nos échanges et dans la délibération. Oui, les responsabilités doivent être clairement identifiées. À juste titre, le rapport mentionne qu'un accord a été conclu entre la ville et Mologie. Cependant, quand j'ai regardé partout, aucune information supplémentaire sur cet accord n'a été communiquée. Donc je pose la question au rapporteur du projet. Serait-il possible d'obtenir des détails supplémentaires sur le dit accord? Ensuite, concernant le portage foncier de cette opération, nous souhaitons soulever certaines questions qui restent en suspens, du moins à la lecture du rapport présenté. Le rapport ne semble pas exclure, mais détailler, voire laisse entendre que le recours à l'expropriation pourrait être envisagé par l'établissement porteur du projet. Cette possibilité, bien évidemment, soulève des préoccupations légitimes quant au droit des propriétaires, le droit à la propriété et la cohésion sociale pour des habitants qui occupent à titre de location ces logements. Donc il est essentiel que ces questions soient clarifiées et que les garanties soient données aux personnes concernées. Par ailleurs, j'ai bien noté en préambule de ce rapport que la majorité semble mettre l'accent sur la redynamisation du centre-ville. Très bien. Mais cette vision doit être inscrite dans une réflexion plus large, incluant la participation des habitants et des commerçants, pour définir ce que nous appelons un socle indispensable de cette ambition, à savoir l'avenir architectural de notre ville, mais pas que, plus développement d'une offre attractive de l'habitat au centre-ville, le développement équilibré entre la zone commerciale Aéromia et le centre-ville, l'accessibilité, la mobilité, qui est un enjeu important de notre territoire, les connexions qui vont permettre cela, la mise en valeur des formes urbaines, l'espace public et le patrimoine, sa mise en valeur aussi, l'accès aux équipements, le service public, quand on voit que certains services publics ont été délocalisés du centre-ville, et bien sûr l'offre culturelle et de loisirs. Oui, la réussite de ce projet ne peut se mesurer uniquement en matière immobilière ni financière, mais doit également prendre en compte les besoins et les aspirations des reliants. Autrement dit, chaque décision d'aménagement,
Chaque autorisation délivrée en vue de construire un équipement sur un site en centre-ville devrait se mesurer et intégrer un schéma de politique globale, ou vous l'appelez cohésion cohérente. Malheureusement, ce n'est pas toujours fait. Eu regard des éléments que je viens de citer et de rappeler, ainsi que l'opacité, parce que nous ne connaissons pas à ce jour la finalité de ce projet, parce que vous parlez de démolition, mais on peut se poser la question de la rénovation, de la restructuration, pourquoi pas? La question, en tout cas, n'a jamais été débattue dans cette noble assemblée. Et bien, effectivement, cette opacité des contours du futur aménagement qui ne sont pas encore clairement définis, l'abstention de notre groupe souligne notre prudence dans cette délibération. Je vous remercie. Merci, monsieur le chef. Bien sûr, je suis prêt. Voilà. Merci, monsieur Boucher. C'est un projet pour moi qui est intéressant, mais pharaonique, qui risque une fois de plus de déstabiliser le cœur de ville, parce que je constate qu'actuellement, beaucoup trop de commerces sont à vendre. Première question, monsieur Boucher, puisque vous êtes prêt, est-ce que vous avez quantifié la baisse de recettes fiscales que cette opération va entraîner et donc indirectement va relever le niveau de la fiscalité locale? Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner à ce sujet? Voilà. Donc, concernant les expropriations, donc les préemptions et les expropriations doivent se faire dans le plus grand respect des droits des habitants et des propriétaires. En général, c'est souvent de l'intimidation. Quelle garantie allez-vous nous fournir pour certifier que l'éthique et le bon niveau de prix sera pratiqué? Autre question également, comment cet établissement public foncier a été retenu, sur la base de quels critères, etc. Enfin, a-t-on aujourd'hui la capacité de financement d'un tel projet? Je vous demande que vous nous le démontriez. Et ensuite, est-ce qu'on aura la capacité de remboursement lorsque l'échéance qui se profilera au 30 juin 29 arrivera? Donc ça, c'est un point important. On ne peut pas laisser des dettes pour le mandat suivant. Ensuite, ce n'est pas quantifié, enfin ce n'est pas décrit, on n'a absolument aucune description quant à la reconstruction du projet. Donc là-dessus, j'apprécierais des éclaircissements. Voilà. Le coût de l'opération, donc vous l'avez dit, c'est 2 150 000 € au minimum. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'avec un chiffre de cette nature, vous avez l'intention de cramer la caisse, comme on l'entend parfois? Voilà. Je repose ici la question à l'élu en charge de la voirie. Ce projet est-il une priorité? Je rappelle que je suis trop régulièrement interpellé par des citoyens qui déplorent l'état de la voirie et de la signalisation de cette même voirie, en particulier rue du Général de Gaulle, près de la station Total et près de l'école Romain Roland. Donc je n'en cite que quelques-uns. Donc se lancer dans des projets pharaoniques, c'est bien, mais il n'y a pas que ça, il y a également le cadre de vie. Je vais tout dire. Voilà, donc moi je voulais aussi demander quelques précisions. Effectivement, est-ce que ce n'était pas... Est-ce qu'il n'aurait pas été possible de rénover? C'est vrai que c'est un budget assez important. Apparemment, ça fait partie du grand projet de Monsieur le maire de faire un espace vert à la place du parking, donc place des Martyrs. Apparemment, c'est un grand projet, mais où vont être relogés les habitants? Est-ce qu'il y aura de nouveaux commerces? C'est vrai que ça semble un peu obscur. Et donc, ça risque d'être un chantier d'importance pendant des années. Et est-ce que ça ne va pas nuire à la cohérence du centre-ville et au commerce? Et d'autre part, c'est vrai qu'on est un peu mis devant le fait accompli. On n'a pas vraiment, nous, l'opposition,
vraiment, on n'est pas tellement informé. C'est vrai que M. Bonnefoy étant directeur de mon logis, que mon logis est très impliqué. Vous ne faites pas partie. Oui, enfin. Oui, enfin, non, ça n'a rien à voir. Bon, excusez-moi, c'est un mauvais terme. Mais bon, c'est vrai que ça fait un peu. C'est juste que voilà. je ne suis pas du tout à mon logis. Je ne suis même pas administrateur. Alors que je suis administrateur, la probabilité. Oui. Je pensais que les deux avaient été regroupés. Donc, ouais, voilà. Suivez-moi donc. Voilà. D'accord. Je pensais que vous étiez aussi à mon logis. J'ai de mauvaises informations là. Et donc c'est vrai que ça semble un petit peu un gros projet et c'est tout. C'est juste pour avoir un peu plus d'informations. Alors je pense que... Pardon, je te laisse. Oui, juste une petite réflexion, c'est-à-dire qu'après la lecture de la délibération, bon, j'avais quelques questions, parce qu'il est vrai qu'il est indiqué que le bâtiment n'avait pas été entretenu. Moi j'aimerais savoir pourquoi celui-ci n'avait pas été convenablement entretenu, tant par la commune qui est vraisemblablement copropriétaire que par le bailleur, parce que véritablement il est profondément regrettable de devoir détruire pour détruire, parce que les bâtiments ne sont pas entretenus, et encore une fois c'est les Romillons qui vont devoir payer, et ça je le regrette profondément. Maintenant, il est évident au égard à la situation actuelle de l'état du bâtiment qu'une action et un projet doivent être menés, ça je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Néanmoins, est-ce que l'ensemble des locataires et des propriétaires sont-ils aujourd'hui au courant du projet, ce qui serait quand même navrant de l'apprendre par voie de presse. Cependant, avec un projet comme celui-ci, j'aurais voulu savoir quid du financement, un recours à la dette est-il prévu? Si oui, quel sera le nouveau taux d'endettement prévu à date du rachat? Et enfin, je trouve qu'il est profondément regrettable d'annoncer un projet de démolition de plus de 2 millions d'euros sans présenter le projet dans sa globalité et de n'évoquer que, je cite, la réalisation d'un aménagement qualitatif. Qu'est-ce qu'un aménagement qualitatif? Qu'est-ce qu'il est véritablement prévu? Je vous remercie de vos précisions. Alors, une commission urbanisme a été réunie le 29 février, donc je pense que des membres d'opposition ont été invités, donc ils ont été présents pour une première présentation qui n'est pas le projet définitif. Le projet, pour le moment, on est à l'acquisition. Et vous dites que les bâtiments n'ont pas été entretenus, ce n'est pas nous qui les avons construits, c'est mon logis. Alors, je ne sais pas si vous avez le souvenir, mais c'était construit à une autre époque par d'autres élus qui pensaient sans doute bien faire. Mais les logements, il n'y a pratiquement plus personne dans ces logements-là, compte tenu qu'il n'y a aucune isolation, le bâtiment est dans un état déplorable, et je pense que la réhabilitation d'un tel bâtiment aurait un coût pratiquement aussi élevé que... Alors que le projet que l'on veut faire, c'est dans le cadre effectivement du réaménagement du centre-ville, et les présentations, au fur et à mesure que le dossier avancera, vous serez invité à l'élaboration du projet. Simplement pour vous préciser, c'est absolument pas une offense auprès de la municipalité, simplement plutôt une offense auprès du bailleur, qui, je trouve qu'il est profondément regrettable de laisser les bâtiments sans entretien. Et si je puis me permettre, moi j'ai beaucoup de mal à faire un chèque en blanc sans connaître le contenu total du projet, de dire on se lance dans un projet à 2,5 millions uniquement pour la démolition et l'achat du bâtiment, sans savoir ce qu'il va y avoir derrière et sans s'inscrire dans un projet global d'amélioration du centre-ville et sans savoir où on va. J'ai beaucoup de mal à ça, pourquoi je m'abstiendrai. Je vais essayer de vous répondre. Donc, il n'y a pas du tout d'opacité dans ce programme. Des commissions vont avoir lieu sous peu. On va commencer à réfléchir sur le projet. Les projets vont être proposés. Tout le monde va soumettre ses idées. Et de là, on en discutera tous et on va sortir. Au niveau du prix, l'estimation de Manuel est de 1,7 million. Et le Sénat a associé avec mon logis, on est 1,2 million. Combien 1,2 million. 1,2 million. Oui. 1,2 million. Ouais. Finissez après, je vais réagir. Après, on achète des logements. Enfin, les commerces, dans le prix que vous avez, il y a des commerces qui sont en fond. Et puis, que vous avez d'autres.
voilà, donc le projet est à construire, on va se construire ensemble. La commission va en réunir le mois de juin, on va pouvoir en réunir la commission. On a plusieurs idées, plusieurs projets. On va travailler ensemble. Normalement, il n'y a pas de problématique à avoir. Ça sera mieux que ce qu'on a actuellement. Il n'y a pas du tout, il n'y a rien de défini, mais tout est à construire. Pour le coup. Oui, parce que moi je me permets de réagir parce qu'effectivement sur la question du financement, ce n'est pas une question accessoire. La responsabilité du bailleur social, elle doit être recherchée, y compris dans le financement. Or, si nous constatons ce que j'entends aujourd'hui, au lieu de présenter la facture au bailleur social, on la présente au contribuable européen. Et c'est toute la question. Quelle est la nature de cet accord? Donc, acheter un immeuble en ruine à 1,2 million pose quand même question, auquel nous devons abonder à la hauteur de 2,7 millions minimum, dans le cadre de cette opération du portage foncier. Oui, donc effectivement, on présente la facture au contribuable européen. Oui, mais là, actuellement, vous avez quand même un bâtiment qui tombe en ruine. Tout le monde s'accorde en ruine. Il y a quand même de gros travaux à faire. Comment? On a les mesures juridiques pour imposer aux bailleurs d'entretenir son bâtiment, surtout quand il est sur la voie publique. C'est ça la question. Les moyens juridiques le permettent d'imposer au bailleur social d'intervenir pour rénover son bâtiment comme on peut le faire auprès des particuliers. Je ne vois pas pourquoi le bailleur social est épargné, encore une fois, de ses obligations légales. Oui, Madame Dupont, je me permets de compléter un petit peu les propos effectivement de nos collègues, dans la mesure où effectivement la compétence d'habitat appartient à la communauté de communes, et qu'en l'occurrence, effectivement, on a pu constater des désordres tout à fait majeurs et des choses tout à fait risquées pour les gens qui viendraient se promener sur cette place. Et bien évidemment, les courriers ont été faits par la communauté de communes, par le président et le petit maire de Romilly, auprès de mon logis, et bon, effectivement, ils n'ont pas été très réactifs par rapport aux travaux. Vous l'avez vu, ils ont mis des bâches pour éviter évidemment que d'autres ouvrages tombent au sol et puis génèrent de la dangerosité encore, mais en fait, il n'a pas été prévu pour eux de réaliser des travaux d'amélioration ou de démolition, et c'est dans le cadre de cette latence, enfin voilà, il y a aucune chose qui a avancé que du coup la municipalité auprès du maire et du président a considéré qu'il fallait peut-être faire une proposition à mon logis. Alors est-ce qu'on fait une proposition à quelqu'un que effectivement on tombe sur un accord, mais quand même un accord a été trouvé, et c'est vrai que si la ville veut maîtriser son foncier, il n'y a pas 36 solutions, c'est effectivement d'acquérir. Mais on n'acquiert pas non plus à n'importe quel prix, parce qu'on acquiert au prix de France Domaine. En fait, voilà, sur des montants comme celui-là, on ne peut pas faire ce que l'on veut, et on sollicite. Oui, non, mais tout à fait. Donc, on a, en l'occurrence, proposé un prix bien moindre, voilà, auprès de mon logis. Et là, en l'occurrence, si on s'adresse à l'EPHGE, de toute façon, le PHGE, l'établissement foncier du Grand Est, comme tous les établissements fonciers, effectivement, sont soumis de la même façon que les collectivités, que nous, communes, au prix des domaines. Donc déjà, ça doit être une mesure pour nous rassurer. Et pourquoi passer par le PHGE, comme M. Mathieu l'a souligné, parce qu'effectivement, on comprend qu'effectivement, on puisse s'interroger. C'est bien parce que c'est un droit pour la collectivité aujourd'hui de s'adresser à cet établissement public foncier, que jusqu'à il y a quelques années, ce n'était pas possible, et qu'aujourd'hui, si vous regardez vos feuilles d'impôt, au moins pour ceux qui payent des taxes foncières, vous verrez qu'on paye tous un minimum d'impôt. Alors je crois que c'est 0,40 et quelques dans notre département, mais je veux dire qu'on paye pour cela. Donc quelque part, j'ai envie de dire, si on paye, quelque part on a peut-être aussi besoin d'avoir ce retour. Alors bon, c'est vrai que c'est chacun son tour, et il est bien évident que toutes les communes, tous les propriétaires du Grand Est qui payent avec PHE, mais voilà, en tout cas on a le droit de pouvoir solliciter effectivement le PHE, ce qui a été fait. Donc les réunions se sont tenues pour savoir ce que proposait le PHE. Et effectivement, c'est bien dans ces missions d'intervenir auprès de collectivités pour
des dossiers, alors c'est pas n'importe quel dossier, c'est pour des dossiers où il est estimé que effectivement la collectivité peut être accompagnée. Là, en l'occurrence, on est sur une collectivité qui répond au dispositif Petite Ville de demain, à savoir qu'on est effectivement une commune qui reste suffisamment grande pour accueillir des services importants pour nos communes alentours, mais en même temps, on n'est pas suffisamment bien structuré pour recevoir, pour négocier, je dirais, d'autres dossiers. On n'est pas non plus la ville de Troyes, la ville de Reims. Donc voilà, on peut bénéficier plus particulièrement des services de l'EPFGE. Donc c'est dans ce cadre-là qu'effectivement on a sollicité les services et qu'en retour, ils nous ont proposé dans le cadre d'une convention, effectivement, de pouvoir acquérir. Alors, on acquiert, comme on l'a dit et comme vous l'avez dit, M. Streck, à 80%, 98%, ce sont des lots de mon logis. Bon, peut-être un peu moins, parce que, mais en tout cas, oui, c'est beaucoup de logis. Après, on a vu qu'il y avait des commerces. Donc, il faudra travailler avec les commerces. On ne peut pas dire en face de la caisse d'épargne, par exemple, dire, voilà, c'est un établissement bancaire qui a pignon sur rue, sur lequel on ne met pas en doute du tout les capacités financières. Donc, on a besoin de cette caisse sur le territoire. Et de toute façon, cette caisse, par exemple, cet établissement veut bien et même tient à rester en cœur de ville. Bon, après, on a d'autres restaurants qui tiennent aussi à rester en cœur de ville. On dit trop souvent qu'on souffre effectivement de ce que le cœur de ville est devenu un petit peu pauvre parce qu'effectivement d'autres commerces sont allés s'installer plus loin. Donc là, il s'agit par cette opération de régénérer un petit peu de dynamisme et de veiller à ce que l'on peut faire en matière architecturale, en matière également d'attente aussi des Romillons, ceux qui sont en cœur de ville, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient avoir en cœur de ville, sachant qu'il faut accompagner à la fois les commerçants, les habitants, parce qu'effectivement, comme vous le soulignez, on avait de l'habitat, on a des logements. On est peut-être un peu en manque de logement sur l'île, donc la question du logement est une question très importante et le PFGE qui sera de toute façon très attentif, puisque avec aujourd'hui les réductions d'urbanisation, on ne peut pas aller s'étendre sur des terres agricoles, sur des espaces naturels. Alors, on est obligé de redensifier les cœurs de ville, puisque ça c'est la loi qui le dit. Donc, bien évidemment, le PFGE va regarder avec attention dans quelle perspective on va devoir travailler, mais il faut travailler effectivement avec les Romillons, avec ceux qui vivent en cœur de ville, donc à la fois en termes d'habitat, en termes de commerce, et puis en termes je dirais de balade, de bien vivre en cœur de ville, parce que effectivement, on a tous besoin, oui, de se balader. Là, il a beaucoup plu, donc là aujourd'hui, il fallait voter pour l'acquisition d'une machine à soleil, je le ferai tout de suite, parce que là, on souffre un peu quand même de la pluie. Bon, là, on n'en est pas encore là, mais c'est vrai qu'il faut qu'on travaille avec notre population, avec tout le monde, pour après choisir le meilleur projet. Donc, on fait aussi confiance à l'EPFGE dans la mesure où, là, Madame Lucille est là, en qualité administrative, etc. Mais il travaille aussi avec des gens qui sont des experts, des architectes, pour regarder un petit peu la situation des lieux. Et là, en l'occurrence, il s'est quand même dit que le bâtiment est en fort mauvais état. Alors, on peut le regretter parce que, effectivement, mon logis n'a pas fait grand-chose, en dépit des demandes, notamment du président et maire, sans doute précédemment. Après, il faut travailler aussi avec les commerçants pour apporter quelque chose, et puis peut-être aussi avec nos commerçants qui sont des commerçants non sédentaires, parce que, comme vous le savez, le samedi matin, on a quand même un très beau marché. Donc voilà comment continuer d'accueillir ces commerçants non sédentaires pour créer sa vie en centre-ville. Donc voilà un petit peu pour répondre aux questions. Après, vous avez posé la question de l'expropriation. Bien évidemment que quand on n'exproprie pas n'importe comment, on est toujours soumis à la vie des domaines, donc pour des questions financières. Et puis après, il faut accompagner, bien évidemment, si on a des propositions à faire, des compensations, des autres propositions d'échange. Et puis, alors ça, c'est pour, par exemple, la caisse d'épargne. Voilà,
on peut très bien négocier, de dire, écoutez, on aimerait effectivement pouvoir acquérir l'ensemble de la place pour y développer un autre projet que celui qui est présent, que l'aménagement qui est présent aujourd'hui, mais on peut imaginer les aider à retrouver du chantier, d'autres locaux ailleurs. Et puis, même chose, mais je veux dire, de toute façon, Homologie va devoir réfléchir à trouver d'autres logements pour loger le restant des personnes qui est là, parce que vous vous en doutez bien, aujourd'hui, on aspire tous à avoir quand même un logement bien isolé, bien isolant, que ce soit en termes de chaleur ou de fraîcheur. Donc voilà, je crois que certes c'est un projet de la municipalité, mais rien n'est acté aujourd'hui. L'objectif, de toute façon, pour refaire quelque chose, c'est bien de commencer à avancer, donc à acheter, à voir effectivement dans quelle mesure on peut contraindre quelqu'un, si effectivement voilà, il est un petit peu jusque-boutiste. Si on fait des propositions de compensation, on peut discuter. L'objectif, dans un premier temps, c'est celui-là. Puis après, si on devait avoir un récalcitrant voilà, de dernière minute, on comprend, tout le monde a des droits. Effectivement, on peut aller à l'expropriation, mais de toute façon, une expropriation, c'est très encadré. Il faut qu'il y ait toujours un intérêt général. Et puis, cette expropriation, elle conduit déjà après une enquête publique, donc on voit bien la notion des intérêts des locaux. Et puis, elle peut toujours être contestée devant un tribunal. Donc, voilà, l'expropriation, ça ne suffit pas comme ça. Il ne faut pas forcément avoir peur de l'expropriation. Voilà ce que moi-même... Martine, simple remarque sur les expropriations. Au dernier conseil, on évoquait des expropriations à 1 euro qui avaient fait sortir de ses gonds Madame Fèvre. Donc là-dessus, les garanties, je me dis, j'apprécierais vraiment de les avoir. C'est les cours communes, ça. C'est les cours communes. Le fond est même. Monsieur Chèque. Oui, mais justement, la question de l'accord qui a été passé, j'ai cru comprendre, c'est pas un accord écrit. Pour moi, un accord entre deux entités, une collectivité et un bailleur social doit être quand même formalisé. D'où ma question, il aurait pu être intégré, effectivement, ce que vous dites, Madame Duton, les conditions, les éventuelles conditions de transfert des occupants qui est aussi un bailleur social. Donc il a plus, à mon avis, de solutions alternatives que l'établissement public. Et c'est de cela, la question, c'est pas une question que financière, encore une fois, c'est de considérer les habitants qui occupent maintenant ces logements, et là, je fais la transition pour poser la question à Madame la directrice, comment vous allez gérer sur le terrain la question des occupants, ceux qui occupent les logements. Je ne pense pas que vous avez des logements sur le territoire de Rognier, et pas que, parce que je connais par ailleurs des problématiques de cette nature, où ça s'est soldé par un loyer qui sera double, voire triple de ce qu'ils ont actuellement. Parce que il y en a qui sont là depuis une vingtaine d'années. Donc effectivement, si on voit les reloyer, voilà, ça passe à 600, 700 euros de loyer. Donc on met les gens en difficulté. C'est là où il y a des zones d'ordre. Je vais vous répondre, c'est assez simple. En fait, le PF, c'est un propriétaire 30 fois. On ne peut pas s'engager dans la location. Alors, on n'est pas bailleur social déjà, et on ne peut pas se promettre un bail autrement que précaire. Ça veut dire précaire, ça veut dire ce que ça veut dire à une personne, que ce soit un commerçant ou un habitant. Et en l'occurrence, là, l'accord qui a été trouvé avec Homologie, c'est un accord pour acheter vacant. Donc, Homologie a laissé les logements vacants pour le jour où ils seront achetés, et même pire que ça, comme on n'est pas bailleur fiscal, ils devront être déclassés. Ce ne sera plus des logements sociaux qu'on achète. Donc une fois qu'ils sont dans le giron de l'EPF française, si la commune nous demande de consentir des locations précaires, des logements d'urgence pour des habitants, on pourra le faire. Alors soit une mise à disposition gratuite à la commune, soit une gestion en direct, on en est à Pont-à-Mousson, donc c'est à 3 €. Mais ce sera uniquement de la précarité. Parce que si le projet c'est de démolir ou de réhabiliter le bâtiment, qui a un coût assez important quand même, au vu des ordres structurels, il faut que ce soit vacant aussi, qu'on puisse être efficace dans ce cas de...
Voilà, moi je voulais soulever ce problème où il y a une impression d'une volonté. Je ne comprends pas que Mon Logis, qui est quand même un organisme important social, puisse laisser se dégrader de cette façon-là des habitations. Moi je connais plusieurs locataires dans cet immeuble qui me parlent depuis des années de fuites, d'infiltration, de logements quand même insalubres et que rien n'est fait, que les problèmes viennent de la toiture et que rien n'est fait. Et comment on peut laisser, sans obliger Mon Logis à faire des travaux? Et comment on peut laisser, puisque c'est pas le seul immeuble que Mon Logis a laissé se dégrader, on a un autre qui a été démoli, rue Gornay-Boivin, il y a quelques années, où soi-disant il était en péril, pas du tout, il n'y avait pas de péril, simplement Mon Logis, pareil, avait la même volonté de ne pas faire de travaux et de laisser, et ça a été démoli. On a l'impression quand même d'une volonté de laisser dans le centre-ville des bâtiments se dégrader sans rien faire, sans obliger les propriétaires à faire le nécessaire, même quand il y a des locataires. Et ensuite, la seule solution, c'est de démolir, c'est racheté par la ville pour des projets certainement de construction d'autres choses. Mais bon, ça fait quand même une impression de grand nettoyage et de volonté de démolir dans le centre-ville. Et enfin, moi, je trouve ça un peu étrange, parce que Mon Logis, c'est pas un petit particulier qui peut pas faire les travaux. C'est quand même un gros organisme. D'autant plus qu'ils ont beaucoup d'exonérations concernant les impôts, que ce soit foncier et autres. Alors, vous parlez d'exonération des taxes foncières. Oui. Il y a une exonération qui est transformée sous d'autres formes dans le cadre du contrat de ville. Donc, Mon Logis s'acquitte quand même sous une autre forme et on ne peut pas dire qu'il est exonéré. Pour avoir une petite précision, parce que j'ai posé deux questions pour lesquelles je n'ai pas eu de réponse. Je voulais savoir dans un premier temps si l'ensemble des locataires et des propriétaires étaient au courant du projet et le savaient déjà et n'allaient pas l'apprendre par voie de presse demain au petit matin. Et la deuxième question, c'était quid du financement? Est-ce qu'il y a un recours à la dette qui est prévu? Et si oui, est-ce qu'on peut connaître le nouveau taux prévisionnel d'endettement à date du rachat? Je vous remercie. À la date du rachat, on n'y est pas encore. Je ne sais pas si c'est entendu, mais on est à 2 ans. Donc le taux, on ne le connaît pas. Et quand on dit Je parle d'un taux prévisionnel. Et déjà, la première question, c'est de savoir s'il va y avoir un recours à la dette. C'est dans l'immédiat, on est sur des projets. Et si on ne fait pas de projet, alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on laisse... Non, absolument pas. Là, on n'est pas sur une question de projet. Là, on est en train de signer une convention pour de démolition et de rachat à la suite. Donc, la question, c'est, pour le rachat, est-ce qu'il y a un recours à la dette qui est prévu? En fait, si vous voulez, le PHGE va porter pour nous le projet. Donc, en fait, aujourd'hui, on ne débourse rien. Oui, mais par la suite, on va racheter. Et est-ce qu'il y aura un recours à la dette? Ce sera dans 3, 4 ou 5 ans. Donc, c'est vrai que les conditions, je dirais, à la fois de l'endettement de la commune, de prix de revient à l'époque, voilà, il y a quand même encore beaucoup d'interrogations. Par contre, on sait comment le calcul va se faire, la manière dont ça va se faire. Maintenant, on est dans l'incapacité de dire le niveau de prêt ou d'endettement. On sait dans quelle mesure on va racheter en tout cas le bâtiment, si c'est nous qui le rachetons, ou si effectivement un repreneur le prend pour notre compte. C'est aussi possible. Parce que moi, ce qui m'embête, c'est qu'on souhaite racheter, mais on ne sait pas comment on va le financer. Je n'ai pas de réponse actuelle à savoir comment est-ce que ça va être financé. J'ai bien compris que pour l'instant, on ne savait pas. Par contre, j'aimerais bien savoir si les locataires, les propriétaires sont au courant. Est-ce qu'ils sont tous au courant? Bonsoir à toutes et à tous, tout d'abord. Merci Madame le maire pour me donner la parole. Là, concernant le budget financier de ce projet, c'est vrai que c'est une somme, bien évidemment, mais on a l'opportunité aussi de pouvoir acquérir ce bien qui est en centre-ville, qui est quand même un bâtiment qui s'est dégradé de façon trop rapide, parce qu'il a été construit avec des malfaçons, on peut le déplorer, c'était construit par un privé, on
déplorer, mais aujourd'hui c'est le résultat. Donc si on doit refaire des travaux, si l'entreprise Monlogic doit refaire des travaux, ce seront des travaux pharaoniques, donc qui ne sont pas du tout adaptés, et le bâtiment structurellement restera le même. Est-ce que vous voulez le même bâtiment en cœur de ville, alors qu'on a l'opportunité aujourd'hui de pouvoir faire évoluer ce centre-ville en quelque chose qu'on choisira ensemble, et avec la population qui ne demande qu'à embellir ce centre-ville. On a pris différentes mesures, aussi bien au niveau de la commune que de la commune, avec les différentes opérations de la loi d'OPH, etc., sur d'autres bâtiments. Tout à l'heure, madame, vous disiez que c'était la solution de facilité de démolir. On est loin de tout démolir dans Romilly. Regardez, par exemple, anciennement Franprix, donc les galeries modernes, ce que l'on en a fait, on peut plutôt s'en féliciter aujourd'hui. Alors ça était loin d'être simple comme dossier, parce qu'il y avait, entre les normes il y a un siècle et les normes d'aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc on peut se féliciter plutôt de cette réussite qui a permis de redynamiser le centre-ville avec un commerce de proximité qui satisfait aussi bien des personnes qui habitent en centre-ville, mais également des personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, qui peuvent venir justement s'approvisionner directement à proximité de leur habitation. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez par exemple aussi le Palladium. On a choisi d'acquérir le Palladium parce qu'on ne voulait pas que ça parte vers une acquisition privée de façon à garder ce bâtiment emblématique, donc qui est le Palladium. Et au jour d'aujourd'hui, on peut également s'en féliciter. C'est la collectivité, alors là c'est la communauté de communes qui en est le propriétaire, mais on peut se féliciter aussi de la qualité architecturale de ce bâtiment. Donc, il ne faut pas faire des raccourcis en disant on a un bâtiment, on veut le démolir. Je pense que le bâtiment qui se situe sur la place des Martyrs aujourd'hui n'a pas le même cachet architectural que Franprix ou que le Palladium, pour ne citer que ces deux exemples. Après, il faut regarder aussi, on est aussi des élus, il faut regarder aussi l'opportunité qui se présente à nous. Il y a une somme, elle a été déjà largement négociée par M. le maire, et aujourd'hui, vous l'avez vu dans la présentation rapide, succincte, mais précise, de la reprise des négociations par justement le PSGE, puisque c'est en cours de négociation. Donc c'est quasiment finalisé, mais c'est quand même en cours de finalisation, ça a été dit tout à l'heure, et donc ça sera arrêté à un moment donné avec des sommes qui sont présentes. Alors là, ça c'est aujourd'hui, je pense, assez clair. Après, comme tout élu, comme toute collectivité de France et de Navarre, ce sont des choix aussi. On peut dire, on laisse le bailleur social réhabiliter le bâtiment, qu'est-ce qu'on en aura de ce bâtiment? Posons-nous quand même la question à un moment donné, qu'est-ce qu'on aura de ce bâtiment comme plus-value pour le centre-ville? Et est-ce qu'il va le faire? Et est-ce qu'il va le faire? Et dans combien de temps? Et on parle, et c'est vrai, vous parlez des locataires, en habitation, vous parlez des commerçants, on va y loger nous en attendant ces travaux de toute manière de réhabilitation. On va bien les reloger. L'ampleur des travaux qui est nécessaire, et la nuisance sonore, la nuisance de toutes sortes, posons-nous bien la question. On a l'opportunité de le faire, c'est une somme, c'est un budget qu'il faudra inscrire, bien évidemment, dans notre programme, ça c'est une évidence, mais je veux dire, ce sont des choix après politiques, des choix que l'on fera ensemble pour justement déterminer si cette acquisition est nécessaire, utile pour le centre-ville, utile pour l'avenir de Romilly, et dans ce cas-là, on choisira ou non de le mettre au programme. Et le budget, c'est un choix, donc pendant qu'on fait ça, on fait pas autre chose, puisque c'est une enveloppe, le budget, c'est quand même une enveloppe relativement fermée, en fonction des recettes et des dépenses, mais je veux dire, ça se finance, c'est pas non plus des montants insurmontables. Regardez par exemple dans l'intérêt, là je change un petit peu de sujet, mais néanmoins c'est dans l'intérêt public. Regardez, nous avons fait l'électrification, nous sommes en train de faire l'éclairage public. L'éclairage public, ça coûte 1,8 million de travaux, nous avons un reste à charge d'1,2 million, mais néanmoins, c'est quand même pour le confort de nos habitants et dans un souci d'économie aussi pour la ville. Je vous rappelle juste sur ce sujet que c'est 60% d'économie par rapport aux factures précédentes. Alors après, évidemment, il faut tenir compte des augmentations d'énergie, mais donc ça veut dire en plus, heureusement qu'on l'a fait. Donc voilà, moi je pense qu'il faut se poser quand même des bonnes questions. On a une opportunité aujourd'hui. Est-ce qu'on la saisit? Est-ce qu'on la saisit pas? On a un partenaire, ça a été rappelé par Martine Dupont-Morat, on a un partenaire qui est aujourd'hui le PSGE, donc un organisme qui est précieux, parce qu'il peut engager, par son expérience et ses expertises, engager des démarches que nous, les collectivités, on peut peut-être faire, mais qu'on n'a peut-être pas une ingénierie en
suffisant pour pouvoir les assimiler. Et à un moment donné, c'est un vrai métier. Il faut quand même se rendre compte que c'est pas un bâtiment de 30 mètres carrés. Donc c'est vraiment une décision collective à prendre. Voilà, donc j'espère avoir répondu sur le budget. Mais pas véritablement. Et rassuré, j'espère, sur la nécessité, à mon sens, vraiment de démolir ce bâtiment. Pas véritablement répondu, parce que sur les constats, je pense qu'autour de la table, on est tous d'accord sur le fait que c'est un bâtiment qui a été abandonné par le bailleur social, et c'est un bâtiment qui nécessite une action, je veux dire, quasiment immédiate. Néanmoins, sur les moyens, on s'interroge, et on vous a interrogé sur les moyens, à savoir s'il y avait un recours à la dette qui était prévu. La question était très simple, je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui s'étonnent de la durée des débats, mais si on tourne autour du pot pendant si longtemps que vous n'apportez pas de réponse concrète, est-ce qu'il y a un recours à la dette qui est prévu, oui ou non? La réponse aujourd'hui, alors je vais répondre clairement, j'espère clairement, suffisamment clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un programme qui va s'étaler déjà minimum sur 2-3 ans. Non mais 2-3 ans sur la première partie. Et après, il y a encore une deuxième étape, donc c'est pour un schéma sur 5 ans. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a des choix budgétaires à faire, et n'importe comment, la dépense, elle se fera dans 5 ans. Donc effectivement, dans 5 ans, alors, donc, monsieur Mathieu, je vais vous répondre également. Oui. Il arrive, hein, dire que tout ne se passe pas sur le même mandat. Voilà. Au niveau des dépenses. Enfin, Bien d'accord. C'est-à-dire que, et là, je n'attaque absolument personne dans ce que je vais dire, mais lorsque nous sommes arrivés en 2008, nous avions des emprunts sur 42 ans, donc des ordinateurs. Donc, je veux dire, quelque part, on a récupéré quelque chose, un héritage, on l'assume. Monsieur le maire et les élus de l'époque ont fait le nécessaire pour réduire ces dettes. Et donc cette dette s'étale maintenant sur, ça va être une trentaine d'années, je crois. Voilà, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a récupéré aussi un emprunt avec Toxic, avec Dexia. On l'a dit, et il a été signé en février 2008, donc un mois avant les élections, quels que soient les uns ou les autres qui sont en poste, on l'assume. Donc, financer ce bâtiment, ça sera, je veux dire, au jour d'aujourd'hui, ce ne sera pas un problème. Voilà. Maintenant, vous dire si on va recourir à la dette ou à l'emprunt dans 5 ans, c'est quoi le sujet du jour, hein? Parce que un petit peu quand même, parce que moi je suis désolé, mais quand on a un projet qui est aussi important que celui-ci, il me semble qu'il doit être quand même un minimum ficelé, et quand on n'est pas capable de nous dire aujourd'hui comment est-ce qu'il va être financé. J'ai donné des exemples. J'ai donné l'exemple de l'éclairage public, est-ce qu'on a eu un recours à Mais ces exemples-là ne sont pas les bons. Ce qu'on voudrait, c'est des réponses précises sur le projet. Il manque. Il y a même. S'il vous plaît, si vous permettez, je vais juste intervenir pour essayer d'éclairer effectivement sur les questions que vous posez. Moi, je voudrais revenir sur une donnée qui a été amenée par Madame la directrice vice-présidente, et je voudrais juste vous faire remarquer cet aspect-là, c'est que l'UFCGE a un levier que la ville n'a pas côté subvention. Elle a évoqué tout à l'heure qu'on pouvait avoir une aide en termes de financement presque à hauteur de 80%. Aujourd'hui, on est dans une phase préliminaire d'études. Effectivement, la première décision, et il me semble que, comme l'ont expliqué mes collègues, elle est primordiale. On a un bâtiment qui est un risque quotidien. On a des façades qui risquent de s'effondrer. On a effectivement un bailleur social qui ne souhaite pas intervenir, ne souhaite pas réparer. Donc effectivement, Monsieur Chek, vous avez raison. En tant qu'administré, et en étant en finance, on est peut-être un peu otage de la situation, effectivement, mais par contre, on a aussi l'obligation en tant qu'élu de prendre nos responsabilités à bras corps, effectivement, de ne pas laisser pourrir la situation. Aujourd'hui, on fait tous des paris, tous les jours, sur l'avenir, sur nous, tous autant qu'on aime, on investit du temps, de l'énergie, des finances. Donc ce projet, c'est effectivement un investissement à 5 ans, avec une part de risque, c'est évident. Aujourd'hui, on nous demande de prendre la décision de savoir si on y va ou on n'y va pas. Donc je pense qu'on n'a pas forcément le choix. Aujourd'hui, l'enjeu est primordial. On a un commerce qui est moribond, on doit redynamiser notre centre-ville. On a un bâtiment qui est un risque permanent, donc il faut prendre une décision sur cet aspect-là. L'autre aspect, c'est effectivement c'est un projet global parce qu'on tiendra compte de l'aspect environnemental, de l'aspect mobilité, parce qu'il y a tout un pan de circuit en termes routiers à revoir par rapport aux accès de la Marne. Donc si vous voulez, c'est effectivement une réflexion globale qu'on va tous avoir. Aujourd'hui, la décision, c'est de savoir si on s'engage ou on ne s'engage pas. Vous voulez savoir si on va endetter la ville pour ça.
Aujourd'hui, et je pense que la semaine prochaine, vous aurez un peu des réponses, on présente le budget la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous sommes tous, autant qu'on est, très sensibles au fait de ne pas réendetter la ville. Les marges de manœuvre sont quand même très contraintes. Vous avez entendu Bruno Le Maire faire quelques annonces, et notamment une économie de 10 milliards. Donc forcément, on a tout ça à l'esprit. Aujourd'hui, on joue la sécurité, donc aujourd'hui, on n'embête pas la ville pour l'instant. Dans 5 ans, effectivement, on est ce qu'on appelle du court terme. Il y a du court terme, moyen terme, long terme. À échéance de 5 ans, c'est effectivement un court terme. Aujourd'hui, moi, je compte la mise de départ est relativement raisonnable par rapport au prix qui nous avait été proposé il y a quelques années en arrière. Donc aujourd'hui, je pense que la mise est raisonnable. Effectivement, à nous, à charge de gérer nos budgets correctement d'ici les 5 ans à venir pour ne pas embêter la ville. À charge pour l'établissement foncier de faire ce qu'il faut pour nous aider en termes de subventions. Mais aujourd'hui, en tant que municipalité, en tant que commune, on n'aura pas le levier suffisant pour mener ce projet. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous amener des garanties sur l'endettement ou pas. Je veux dire, tout un chacun ne sait pas s'il ne sera pas endetté à titre personnel dans 5 ans parce qu'il aura fait le choix d'investir dans une maison ou autre chose. Aujourd'hui, à 5 ans, les finances pour l'instant tiennent. Effectivement, dans 5 ans, je ne peux pas vous dire l'avenir. Bien sûr, c'est qu'il y a un engagement de notre part à être très sécure sur ce sujet. Voilà. Alors j'espère que je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, d'autant que la semaine prochaine, on présente le budget. Peut-être que j'aurai plus d'éléments à vous donner la semaine prochaine. Vous ne pourrez pas avoir d'engagement de ma part sur le sujet. J'essaye d'éclairer au mieux et c'est factuel. On est face à une situation où on doit prendre des décisions. Merci Madame Véraud. Moi je pense que beaucoup se sont exprimés. On n'est qu'à la première question. On a encore 10 questions. Donc on va passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Bien, on va passer à la question. Merci à Madame Véraud. Nous avons encore de la Bien. Alors, question numéro 2. Donc, je donne la parole à M. Conformément à la loi de concertation publique qui a été effectuée entre le 26 février et le 12 mars 2024, on va corriger que la zone d'énergie, c'est 2 types d'énergie, photovoltaïque et hydroélectrique. Vous avez je note la carte des endroits qui sont sélectionnés et téléphoniques. Voilà, on va disposer de la liste des cartes. Oui, moi j'ai une question maintenant classique. Vous avez lancé une consultation du 26 février au 12 mars, donc avant-hier. Vous pouvez nous faire la raison de conclusion de cette consultation? Il n'y a pas eu de remarques particulières, j'ai pas eu de remarques, lors de la consultation. Il n'y a eu aucune remarque. Pas de remarque, ça veut dire quoi? Il y a eu une concertation. Oui, entendu. Ok, personne n'est venu, j'ai bien compris. Il y a eu une consultation. On a eu, je crois, assez tardivement les informations, la cartographie. Et dès que l'on a eu la cartographie, le temps de mettre en route, on a fait cette consultation du 7 au 12 mars et il n'y a eu aucune remarque. Donc on va passer au vote. Non, moi j'ai un certain nombre de remarques à faire à ce sujet quand même. Alors, donc, concernant la cartographie qui nous est proposée, donc elle présente 3 types d'énergie. L'énergie photovoltaïque, l'éolien et l'hydroélectrique. Comment?
C'est très bien, moi je veux bien. Voilà. Néanmoins, ce projet de délibération est une nouvelle fois très insuffisant, M. Bouchu. Vous avez omis une gigantesque ressource énergétique, à savoir 2400 MW à 20 km d'ici, voilà, qui sont disponibles immédiatement. Voilà. Moi, ce que je vous propose, c'est en fait de revoir votre copie avec la création d'une autoroute de chaleur entre Nogent et Romilly, avec tous les engagements nécessaires. Voilà. À partir de là, on pourra dire qu'on a véritablement œuvré pour la collectivité et le territoire, et que ça apportera un grand plus sur le plan économique. Simple élément de vulgarisation pour que tout le monde me comprenne. Voilà. J'ai parlé de 2400 MW de chaleur immédiatement disponible. Je vous fais un petit calcul simplement. 2400 MW de chaleur disponible chaque heure, ça veut dire qu'on est capable de brancher 2,4 millions de radiateurs électriques. Mais là, on reste sur la commune de Romilly-sur-Seine. Alors, monsieur, laissez-moi terminer, on y reste à Romilly. Moi, j'apprécierais que l'on ait au moins cette ambition de se dire qu'à 20 km d'ici, je le redis, il y a une énorme source de chaleur disponible qui pourrait être fournie gratuitement, qui pourrait servir à chauffer gratuitement tous les Romillons. Et je trouve dommage que l'on se disperse et que l'on dépense de l'argent dans des projets pour récupérer de l'énergie, alors que cette énergie, elle est dilapidée dans la nature, elle participe à la destruction du système, aux écosystèmes, puisqu'on rejette de la chaleur qui se révèle dans certains cas gênant, alors qu'elle pourrait être réutilisée grandement pour les habitants. Et je ne fais pas allusion que à Romilly, d'autres villes pourraient en bénéficier. Sur le plan économique, ça sous-entendrait également qu'on pourrait installer des serres et autres élevages de poissons et toute autre application qui fait usage intensif de chaleur. Qui dit chaleur dit également climatisation, c'est du froid également. Voilà. Donc 2,4 millions de radiateurs que vous pouvez brancher en simultané. Voilà. Enfin, voilà. C'est pour ça que en fait, je ne pourrais pas accepter de voter favorablement pour ce projet. À l'avenir, M. Bouchu, je vous demande d'approfondir vos délibérations et je tiens à préciser que par mail, en date du 5 septembre 2022, vous vous étiez pris pour Victor Hugo. Vous avez écrit à l'ensemble de la majorité que Monsieur le maire sait compter sur votre soutien inconditionnel et que ce n'est pas quelques connards qui vont nous emmerder encore 4 ans. Monsieur Mathieu, je suis désolée. Les connards en question, c'est Adam Damota et moi-même. Et ce soir, je me permets de vous le faire remarquer. Je vous remercie, Madame Lucas, je sais que je suis hors sujet, mais je tenais à le dire, et ça s'appelle des outrages à élus. On n'est pas là pour ressasser vos rancœurs. Je suis désolée, on est là sur une... Je n'ai pas de rancœur particulier, j'ai simplement à faire part d'outrage, et je tiens à communiquer que je donnerai le papier à l'Est-Éclair, afin que les citoyens sachent comment ça se passe. Vous donnerez votre papier à l'Est-Éclair si bon vous semble. Mais pour le moment, on est sur un sujet... On va passer au vote, puisque vos interventions, elles ressassent des rancœurs. Sur la fin, Madame Lucas, sur la fin, parce que ce qu'il a dit au départ, c'était tout à fait intelligent. Et je vois qu'ici, dans l'Assemblée, beaucoup de gens se sont moqués de lui, alors qu'il a soulevé quelque chose de vraiment intelligent et pour une fois très écologique. Mais ce que l'on propose là, la cartographie que l'on nous a envoyée, que l'on nous propose, elle a été envoyée par les services de l'État. Vous avez le droit. Non, chacune. Sur la commune de Romilly. Bien. Donc nous allons passer au vote.
me permettre de rapporter la question différemment, si je peux me permettre. Il ne s'agit pas de désigner un conseiller qui a été installé, il s'agit de nommer aux commissions, pour être... parce que vous avez parlé des démissions, et vous n'avez pas évoqué les commissions. Donc là, il s'agit de désignation de commissions. Notre groupe propose Mme Cornillot pour remplacer M. Samy. Alors, je prends note de la candidature de Mme Cornillot. Est-ce que vous souhaitez vote à main levée? Ah oui. Pas d'opposition. Bien, écoutez, on va voter. Qui est pour la candidature de Mme Cornillot? Sur les 4 commissions? Oui, oui. Ok, d'accord, on prend note. Madame Cornillot, vous avez voté? Bien. Alors, félicitations. De toute façon, vous avez déjà intégré une commission numéro. Donc là, question numéro 4. Alors, question numéro 4. Suite au remaniement à mi-mandat opéré au sein de la majorité municipale, il convient de modifier le conseil d'administration de la SPS des portes de Remilly. Donc, je vous propose une liste que vous avez lue. Donc, Madame Florine Dapéro, Madame Sophie Zani, Monsieur Richard Renaud. Est-ce que vous voulez que l'on vote à main levée ou à bulletin secret? On va lever, on n'a rien à cacher. Bien. Qui est pour? Mais attendez, moi j'ai des questions avant de venir. Je souhaite connaître le motif réel et sérieux de ce que j'appelle, moi, une élection. Le motif réel et sérieux. La désignation à une SPL, c'est des désignations qui ont une date de mémoire depuis un an, depuis la création de la SPL. Quel est le fait majeur qui a fait qu'aujourd'hui, la majorité décide, parce que cette délibération, on peut dire, pas tourner autour du pot, c'est pour faire sortir M. Mathieu de la SPL. Donc moi, avant que nous on se positionne, on veut connaître le motif réel et sérieux de cette émission. Je pense que le président, le maire est en mesure de pouvoir, dans cette SPL, c'est le fait du prince. Non, c'est pas le fait du prince. C'est le fait du prince. Non, alors. Mais écoutez, nous, on a apporté notre désaccord sur le mode de désignation dans cette SPL, où l'opposition, dans sa diversité, est écartée. Nous avons attiré la population à plusieurs reprises et tendu la main à Monsieur le Président, Monsieur le maire de Romilly-sur-Seine, que dans ces structures, dans ces conseils d'administration qui gèrent des affaires publiques, la représentativité, je termine Madame Lucas, doit être assurée. Que cache-t-il? Que cache-t-il dans ces structures? Pourquoi aujourd'hui on refuse à l'opposition de siéger? Pourquoi un élu, avec tous les désaccords politiques qu'on peut avoir avec M. Mathieu, mais il est tout à fait respectable, entendable, de laisser les gens s'exprimer, même si on est en désaccord avec la majorité. Ça s'appelle tout simplement la démocratie. Alors, M. Chèque, tout à l'heure, on a remplacé, il y avait des démissions de l'opposition. Oui. On a repris quelqu'un de votre opposition. Mais vous mélangez, madame. On a pris quelqu'un. Non, Madame, vous mélangez les sujets. Alors, je vais essayer. Mathieu, vous permettez que je fasse. Oui, allez-y, mais laissez-moi m'exprimer aussi. Monsieur Allez-y, je vous en Mathieu prie. était dans une majorité. Monsieur Mathieu a décidé de quitter cette majorité. Il est normal qu'un membre de la majorité municipale reprenne le poste. Ça, petite précision, Marie-Thérèse, M. Mathieu n'a pas décidé de quitter la majorité. M. Mathieu a été exclu, manu militari, de la majorité, c'est tout. Bah, écoute, je pense que depuis que tu exprimes
parfaitement son opposition. Très imparfaitement d'ailleurs, parce que en fait, vous le savez très bien, l'opposition ici est très peu informée et a peu de voix au chapitre. Bien, nous allons voter. Bon, juste une petite remarque pour faire part de mes observations concernant le remaniement du conseil d'administration de la SPL des Portes de Rosny. Bon, je suis conscient qu'effectivement, et je suis bien conscient que les textes juridiques et les statuts confèrent à M. le Président maire la possibilité de choisir les administrateurs de la SPL, aucun souci, aucun sujet. Cependant, malgré tout, une nouvelle fois, je tiens à préciser mes réserves quant à la manière dont cette liberté d'arbitrage impacte la démocratie locale. Et ma préoccupation réside dans le risque que la SPL devienne l'antichambre du conseil municipal, où je crains que cette approche puisse éroder les principes fondamentaux de la représentativité et de la diversité des opinions au sein de nos institutions locales. Bien, encore une fois, que je respecte le cadre légal qui accorde cette liberté de choix, je regrette la forme que cette conception particulière de la démocratie pourrait prendre si on va au bout de cette délibération qui vous est proposée ce soir. Et il est crucial, à mon sens, de maintenir un équilibre où chaque voix, même divergente, a la possibilité de contribuer au débat. J'ai quand même le sentiment que dès lors que l'on est en désaccord au sein de cette noble assemblée, bien c'est place nette. J'ai bien l'impression qu'au sein de la SPL, on a également voulu faire place nette et que c'est bien plus simple d'être dans un entre-soi et dans un microcosme où tout le monde est d'accord avec tout le monde, plutôt que d'y allouer une quelconque forme de débat. C'est pourquoi je voterai évidemment contre cette délibération. Je tiens à dire, donc, vous n'avez absolument pas justifié votre position de pourquoi vous voulez m'éliminer du système. Il y a une nécessité qu'il y ait quelque part de l'opposition dans ce système qui est totalement opaque. Je tiens à le relater, le dernier conseil d'administration a été déjà plutôt folklorique quant à ces propositions qui ont dû être rejetées parce que complètement infondées, et vraiment vous supportez absolument aucune opposition. Bien, nous allons passer au vote. Position de droite, la vraie droite. Vote à main levée, vous choisissez un secret. Non, à main levée, on n'a pas Main de levée, secret. qui est contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Si vous me permettez, Madame Coeur, je voudrais juste justifier mon vote. Vous avez l'air de dire, on est tous sous la coupe de M. le maire, qu'on n'a pas forcément une libre expression ou un libre arbitrage ou une libre réflexion de par vos propres neurones. Je voulais juste vous montrer que de par mon abstention, je ne suivais pas le mouvement et qu'effectivement au sein de la SPL dont je fais partie, il y a une réflexion qui peut être divergente. Voilà. Et je pense que vous me connaissez. J'ai pour habitude d'exprimer quand je suis d'accord, quand je ne suis pas d'accord. Donc aujourd'hui, mon vote d'abstention, c'est pour bien vous prouver qu'on n'est pas tous dans le même moule et que il n'y a pas une éjection d'un membre en tant que tel. Et votre attitude vous honore, Madame Perrault. Je vous en remercie. Oui. Bien, nous allons continuer. Question numéro 5, Monsieur Bouchon, pardon. Question numéro 5, Monsieur Bouchon. Madame Micha, donc projet d'affectation et de déplacement du domaine public communal suite à un entêtement du commun Fabien Army-sur-Seine en vue de futures transactions. Donc il est proposé de constater cette rédaction avec le lot G, du lot F aussi, d'appeler la déplacement de plus en plus du domaine public afin d'adhérence à l'image. Bien. Des questions de régularisation? Qui vote pour? Question numéro 6. Monsieur Bouchon. Oui, alors, question numéro 6 concerne l'ensemble immobilier communal situé 9 rue de l'Union et 4 rue de la Concorde à Bondy-sur-Seine. C'est un bien en copropriété, devenu à l'esprit public et privé. Donc la mise en concordance avec les impératifs légaux, question de copropriété entre communes aujourd'hui, la communauté commune, et le nouveau syndicat de
propriétaire de l'immeuble de la parcelle cadastrée section ADD numéro 597. Il a été constaté que le statut de cette copropriété n'est pas compatible avec la domination publique. On ne peut pas affecter un lot de copropriété à un service public. Donc il vous est donc proposé de décider la scission de la copropriété actuelle en 3 volumes distincts. Vous avez des volumes distincts avec des numéros. Voilà. Est-ce que vous acceptez cette décision? Donc, s'il n'y a pas de question, nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Question numéro 7. Madame Justin-Morin. Oui, merci. Donc, il s'agit d'attribuer une aide au loyer à la Société des Bulles de Nina, représentée par Madame Viviane Bou et Marie-Françoise Enseigne-Gouffre, qui se trouve donc rue de la Ville d'Or. Donc, comme vous le savez, effectivement, la municipalité encourage le centre-ville à vivre, et notamment au travers d'aides qu'elle peut octroyer à des magasins, à des cellules qui font des travaux. Et donc, c'est le cas ici. Les villes de Nina a sollicité la ville pour un commerce spécialisé dans la manucure, l'esthétique, la cosmétique, la mode et la coiffure. Et donc, pour cette raison-là, parce qu'elle correspond aux critères d'éligibilité, à savoir une activité éligible, un espace commercial et un périmètre adapté, il est possible, effectivement, de lui octroyer donc une aide de 300 € par mois la première année, de 200 € la seconde année et de 100 € la troisième année. Donc, sur cette base, nous vous proposons effectivement de lui attribuer cette aide au même titre que d'autres commerçants jusqu'alors bénéficient de cette aide. Des questions? Alors, juste une précision, bien sûr, nous on votera contre, pas par rapport à la société, mais sur l'inefficacité de ce dispositif depuis le début. Et j'ai une proposition, une demande à faire, c'est de nous fournir à chaque délibération de cette nature le bilan de ces aides depuis l'existence du dispositif, combien on a donné à ces entreprises, combien ces sociétés sont ouvertes aujourd'hui dans notre territoire, pour faire une évaluation concrète, qualitative et quantitative de ce dispositif. Parce qu'à un moment donné, on commence à faire des aides à des entreprises, à des commerçants, mais on s'aperçoit que 2 ans après, ça ferme. Donc, effectivement, c'est une vraie question, et on veut avoir un bilan. Si on peut l'avoir pour la semaine prochaine, ça serait sympa de le faire. Monsieur Chef, Normalement, on est jeudi soir. oui, normalement, si on a les effectifs qui vont dans la collectivité, c'est juste un tirage de tableau Excel. Hein, donc je peux le faire à la minute, ça c'est pas un problème. N'est-ce pas, monsieur le directeur général? Bien. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Non. Qui vote pour? Bien, merci. Alors, question numéro 8. Madame Justin-Morin. Donc, il s'agit de vous prononcer sur une convention de partenariat entre la ville de Romilly et la gendarmerie nationale dans le cadre du programme collectif de demain. Donc, effectivement, c'est un dispositif dans lequel la ville de Romilly est entrée après avoir sollicité le bénéfice de l'opération de revitalisation des territoires. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, on peut avoir un partenariat qui est privilégié avec la gendarmerie. Et donc, la ville envisage de conclure effectivement cette convention afin de renforcer la coopération dans les domaines qui sont de communication partagée, de l'information, d'anticipation des problèmes liés spécifiquement à la ville de Romilly, liés aux protections, des événements un peu de nature, de protection des élus, le plan communal de sauvegarde, mais aussi pour des problèmes de gestion d'insécurité, d'opérations éducatives et de prévention. Donc voilà les thématiques sur lesquelles effectivement on vous propose de conventionner avec la gendarmerie nationale. Bien, on va passer des questions. Oui. Monsieur Donc, oui, merci madame.
Dans votre document, dans l'entête de vos documents, en préalable, vous évoquez un certain nombre de constats qui ont été faits entre la ville et les partenaires liés à la sécurité. De quelle nature sont ces constats? Que vous justifiez en introduction la mise en place de dispositifs. Quels sont les éléments factuels qui vous amènent, y compris à développer tous ces partenariats? Est-ce une mesure qui se développe sur tout le territoire de manière... Oui, tout à fait, c'est une mesure. Une mesure qui existe sur d'autres territoires et il s'agit même d'un renouvellement. Donc, en fait, on est sur cette coopération déjà et que c'est quand même important de savoir quel est le travail de la gendarmerie parce que, effectivement, parfois, on a des choses qui font la une des journaux, effectivement, on souhaite nous aussi en savoir plus. Donc, la commune et le maire en particulier. Donc, ça nous permet d'être plus au fait des choses, d'être présent, de pouvoir prendre d'autres mesures d'accompagnement. Et puis, inversement, la gendarmerie, effectivement, elle est intéressée pour s'intégrer au territoire, bénéficier de logement, parce que il n'y a pas que les salariés qui ont des difficultés à trouver de logement. Donc, dans ce cadre-là, on peut aussi accompagner les gendarmeries sur, par exemple, leur faire bénéficier des lieux d'exercice pour la piscine, ils ont besoin de s'entraîner aussi. Donc voilà, on leur octroie quelques avantages, mais non, on a tout intérêt à avoir des gendarmes bien formés et puis athlétiques pour pouvoir répondre à leur mission. Donc voilà, ce sont des exemples, on les intègre bien, on participe avec eux et puis voilà, on essaie d'être plus fort à deux que tout seul. Oui, donc Romilly a des spécificités qui lui sont propres. Je ne vous le cache pas, parce qu'effectivement, nous sommes... De quel ordre sont-elles? De quel ordre? De quel ordre? Parce que, effectivement, on est une ville qui est la deuxième du département. On ne peut pas, effectivement, nous confondre avec des villes qui ont moins, effectivement, d'habitants, et du coup, on dispose d'équipements qui correspondent à notre niveau, parce que, effectivement, on n'a pas de tribunal, c'est vrai, chez nous, dans les maisons de justice et du droit. Par contre, on a des lycées que toutes les communes n'ont pas, on a aussi des collèges, vous savez très bien les équipements, je dirais, des importants, on a l'hôpital, voilà, on a des EHPAD, voilà, on est sur une ville de taille moyenne, et pour l'Aube, on est la deuxième ville du département, et c'est normal qu'on bénéficie d'équipements particuliers, qu'on aille de l'avant avec des services qui assurent le service public. Vous parlez notamment dans ce document qu'il y aurait des comités, des sages qui pourraient éventuellement se réunir, qui pourraient traiter des situations, qui se réuniraient en commission. La commission, y compris sécurité, pour les élus municipaux, seront-ils concernés par ce genre de débat, d'entretien, d'échange? Parce que dans le document, il n'y a rien qui spécifie effectivement que nous y serons représentés. C'est en fonction, je dirais, des thématiques et des besoins du moment. Voilà, il y a un problème de prévention à un certain moment. Oui, bien sûr, parce que comprenez notre attachement, effectivement, en matière de sécurité, on est extrêmement attaché, y compris à l'amélioration des problèmes liés, y compris à la délinquance, des problèmes de sécurité, etc., de tout ce qu'il y a à faire, en amont, en termes de prévention, y compris via les services municipaux qu'on a chez nous, dont on a les moyens, y compris de... on ne voit pas très bien dans votre document ce couple prévention, sécurité, on le perçoit assez mal, c'est assez opaque. Et voilà, c'est une question, parce que rien ne précise effectivement à quel moment nous, en tant qu'élus, on va pouvoir intervenir, se positionner, prendre en compte, mesurer, évaluer ce qui va être fait, etc. On très bien l'accompagnement des personnels, des familles, de la gendarmerie, etc. Ça fait naturel, ça fait normal. Mais quant à l'efficacité, y compris du dispositif, on se pose des questions. Ce que je peux vous dire, c'est que ces conventions-là existent dans d'autres villes et qu'effectivement, on est sur des conventions type. Il est bien évident que la gendarmerie ne peut pas traiter, je dirais, de façon différenciée toutes les communes de France avec lesquelles elle travaille, parce que ce serait ingérable. Donc voilà, on a des grands principes qui sont dans cette convention,
on gère au vu des problématiques du moment la façon de s'accompagner mutuellement pour gérer et satisfaire aux besoins du service public. Bien. On s'abstient pas sur cette question. On va Merci. passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Merci. Alors, question numéro 9. Donc, c'est une convention de maîtrise d'ouvrage entre la ville de Romilly et SNCF Réseau. SNCF Réseau qui remplace Réseau Ferré de France. Concernant les études et les travaux des ouvrages d'art 41, 43 et 44 dans le cadre de l'électrification de la ligne Paris 3. Paris 3, donc c'est plutôt Nogent 3 maintenant, puisque Paris-Nogent a déjà été réalisé. Donc, je pense que vous avez lu la convention. Il y a un nom qui sera à modifier puisque la directrice territoriale Grand Est ne s'appelle plus, je cherche son nom. Ne s'appelle plus Laurence Desrues, mais R. Silberstein. Hein, c'est ça, monsieur le directeur général. Donc ça sera modifié sur la convention. Est-ce que vous avez des questions? On va passer au vote. Donc, qui est pour? Qui est... Tout le monde est pour. Merci. On a été un petit peu vite, j'avais juste une petite remarque parce que effectivement il est indiqué que la passerelle piétonne qui est rue Mignonnette sera démolie et non remplacée. Je sais qu'effectivement elle est dans un état qui est dangereux, mais je regrette quand même la non-reconstruction de la passerelle piétonne qui permettait malgré tout à de nombreux usagers d'utiliser à pied ou accompagnés de leur vélo et d'éviter le pont de la Garenne dont la chaussée et le trottoir ne sont absolument pas pratiques ni à pied ni en vélo. Peut-être que les travaux qui sont prévus, peut-être que vous allez nous rassurer en ce point, vont permettre une mobilité douce optimale. Et puis j'en profite en parlant de mobilité douce pour évoquer l'état de la piste cyclable sur la RN19. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont prévus? On attend depuis un certain nombre de mois un projet global de piste cyclable pour Romilly. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'on en est? Et parce qu'entre nous, il est quand même profondément regrettable que la ville du vélo soit si maladroitement dotée en infrastructure. Alors, pour ton information, le pont de la Garenne va être modifié avec voilà, piste cyclable élargie de façon à compenser le fait que la passerelle sera hors d'usage. Oui, c'est ça. Je pense que le pont actuel servira de voie de roulement et il y aura des surlargeurs pour faire en fait des allées piétonnes et vélos. bien. Qui vote On a déjà voté. C'est fait. On a déjà voté. On a déjà voté. Tout le monde a voté. Parce que j'avais pas que la pose. Bien. Non, si justement, je vote pour avec la réponse, je tiens à préciser que c'est un point. Merci. Alors, question numéro 10, Jean-Marie Caillon. Merci Madame la Première Adjointe. Une question simple, c'est de reconduire la convention de coordination entre les corps de l'État qui sont représentés par la gendarmerie ou la police nationale avec notre police municipale. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver le renouvellement de cette convention. Des questions? Non? On passe au vote. Qui est pour?
pardon. Monsieur, vous avez noté, excusez-moi, question numéro 1, monsieur Taillon. Alors, il s'agit de reconduire la mise en place de la vidéo-verbalisation. Elle existe déjà actuellement, mais tous les 5 ans, nous devons la renouveler avec l'accord de la préfecture. Il y a un arrêté préfectoral et est signé. Et aujourd'hui, nous arrivons à terme de ce contrat et vous avez la zone de vidéo-verbalisation qui est inscrite dans le schéma. Une simple question. Cette zone, elle existait déjà ou alors c'est une nouvelle zone? Elle existait déjà Elle était déjà en partie et on a... Vous avez rajouté? Il y a eu des rajouts. Donc la liste qu'on a, c'est du rajout. Tout ce qui est là, une partie qui existait déjà, plus le rajout. Le rajout fait partie de la liste? Oui. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la mise à jour de ce nouveau schéma. Vous avez les moyens maintenant pour verbaliser mon logis. Ça existe déjà. Bonne soirée. Bien, merci de votre participation. On n'a pas voté. Ne vous laissez pas perturber, madame.